Urgent, le Kremlin est plongé dans le silence. Poutine a disparu sans laisser de traces. 10 jours cruciaux qui pourraient tout changer. Des rapports suggèrent qu'un changement de pouvoir à Moscou serait déjà en cours. L'élite russe perd toute retenue. Le cortège de Poutine fonce vers le Kremlin. Quelque chose ne va vraiment pas. S'agit-il d'une réponse à une crise ou d'une manœuvre secrète à huis clos? Personne ne donne de réponse. La panique gagne le Kremlin. Poutine s'entoure d'un bouclier de défense aérienne de plus en plus vaste. Mais cette forteresse peut-elle vraiment le protéger? Et puis, ce rebondissement choquant. Les célébrations du jour de la victoire s'effondrent. Les répétitions sont annulées, les défilés aériens supprimés. Moscou est paralysé par la peur d'éventuelles frappes ukrainiennes. La place rouge est-elle sur le point de devenir silencieuse pour la première fois depuis des décennies? Parlons-en. Bonjour, ici Ukraine Today. Ici Maria Ferofonova avec les dernières nouvelles. Un silence inhabituel entoure le Kremlin alors que Poutine n'a pas été vu depuis 10 jours. Les soupçons grandissent. Les élites pourraient préparer un coup d'État dans le dos du dictateur. Parallèlement, les spéculations vont bon train, des problèmes de santé aux tensions croissantes au sein du cercle dirigeant. Certains pensent que sa disparition soudaine de la scène publique est loin d'être une coïncidence. Des images récentes de sa dernière apparition il y a 10 jours montrent le dirigeant russe assistant à un service orthodoxe solennel pour Pâques. C'était la dernière fois qu'il était vu à l'extérieur du Kremlin. Il a tenu des réunions dans son bureau, mais le monde extérieur semble être hors de portée pour le dirigeant vieillissant en ce moment. On sent qu'un bouleversement majeur se prépare et le dirigeant russe pourrait avoir du mal à y survivre. Ce week-end, des rumeurs de coup d'État ont surgi, affirmant que la haute élite du Kremlin orchestrerait un plan pour l'évincer, alors que les frictions au sein de l'appareil de sécurité de Moscou atteignent un point de rupture. Et ce n'est pas tout. Plus tôt, tard dans la nuit, le cortège de Vladimir Poutine a foncé vers le Kremlin, déclenchant une vague de rumeurs en ligne. Les réseaux sociaux sont inondés d'images montrant prétendument le convoi traversant la ville à toute allure dans des circonstances inhabituelles. Et le moment choisi soulève plus de questions que de réponses. Les internautes débattent activement de ce qui se cache derrière tout ça. Des scénarios d'urgence au sarcasme pur, certains plaisantant. Soit le vieil homme s'est senti mal, soit quelqu'un a laissé la bouilloire allumée. Derrière l'ironie, cependant, il y a une réelle anxiété. Pourquoi cette précipitation? Et pourquoi ce silence? Pour l'instant, il n'y a aucune confirmation officielle. Aucune déclaration du Kremlin, aucune explication des responsables russes. Juste des spéculations et un vide informationnel croissant. Ce n'est pas vraiment surprenant car la peur de Poutine pour sa propre sécurité ne fait que croître. En mars 2024, 7 tours supplémentaires armées de systèmes Pantsir ont été construites autour de sa résidence à Valdai. Selon Radio Liberty, citant l'imagerie satellite de Planet Labs, le nombre total de systèmes de défense aérienne dans la zone a maintenant atteint 27. Certaines de ces tours nouvellement installées sont déjà équipées de systèmes de missiles anti-aériens. Tout comme à Moscou, les défenses de Valdai sont disposées en 2 anneaux, un périmètre intérieur et extérieur entourant étroitement la résidence. Des rapports affirment aussi que la compagne présumée de Poutine, Alina Kabaeva, et leurs enfants séjournent souvent à Valdai. Une maison séparée y a été construite pour eux, tandis que ses assistants vivent dans des appartements à proximité. La résidence elle-même dispose même d'une réplique du bureau de Poutine au Kremlin, recréant son environnement familier loin de Moscou. Et cette peur folle continue de porter ses fruits. Pour la première fois en 30 ans, le Kremlin s'apprête à supprimer son rituel de propagande le plus sacré, le défilé du 9 mai. Les survols aériens ont déjà été officiellement annulés et les répétitions au sol discrètement interrompues. Alors, qu'est-ce que c'est? Moscou craint-elle vraiment que des missiles balistiques ukrainiens ne gâchent la fête en plein sur la place rouge? La raison de l'annulation du défilé est peut-être la menace de nouveaux missiles que l'ennemi pourrait posséder en un certain nombre et qu'il pourrait utiliser pour frapper les participants au défilé. Mais il n'y a pas que Moscou. Saint-Pétersbourg s'apprête également à se cacher. Les événements dans la ville sont déjà réduits, comme si la célébration devenait soudainement quelque chose à laquelle survivre plutôt qu'à apprécier. En même temps, j'ai les mêmes informations concernant la ville de Saint-Pétersbourg, où la partie terrestre du défilé a également été reportée, pour ainsi dire, ou modifiée. Et les blogueurs Z, ils sont en plein délire. Dans le cas de missiles balistiques, c'est une question d'environ 10 minutes. Imaginez, défilé, garde à vous. Et une alerte au missile est annoncée. Que se passerait-il alors? L'image serait coupée, vous comprenez? Mais que se passerait-il sur la place et autour d'elle?
Denis Stillerman, concepteur en chef chez Firepoint, affirme que la défense aérienne russe n'a jamais intercepté de missiles balistiques, pas une seule fois. Alors, tout ce discours sur un bouclier impénétrable, c'est plutôt un décor en carton. La défense aérienne russe n'a jamais intercepté de missiles balistiques. Ils ne l'ont jamais fait. Les premiers missiles ukrainiens devraient donc passer aussi facilement que des enfants entrant à l'école. C'est un échec total du régime de Poutine. Même ses propres cercles déchirent maintenant le système de l'intérieur. Le dictateur a de moins en moins de personnes sur qui compter. La trahison et les purges internes se propagent dans les bureaux du gouvernement. En plus de cela, une décision controversée a été prise d'annuler le défilé militaire traditionnel. La Russie, semble-t-il, est pressée de toutes parts. Moscou se transforme de plus en plus en une cible de haute valeur plutôt qu'en un symbole de pouvoir. Même la propagande commence à dysfonctionner. Et la question qui se murmure maintenant est-il temps pour Vladimir Poutine d'envisager sérieusement un plan d'évacuation? Plus d'informations à ce sujet dans un instant. Dans la ville russe de Novovoronezh, un record. Le maire nouvellement nommé n'est resté à son poste que 7 jours car il a été arrêté pour soupçon de corruption. Maire pour une semaine. C'est le surnom que les habitants de Novovoronezh ont donné à Yuri Tcherenkov, qui sait avec certitude que non seulement un kopek sauve un rouble, mais que 160 000 roubles le sauvent de la pauvreté. C'est le montant exact que Tcherenkov a exigé d'une entité commerciale, dont les enquêteurs russes n'ont pas révélé le nom. En échange, le maire a promis pendant une semaine, contre le pot de vin fourni, son aide pour conclure des contrats publics ainsi que des contrats de contrôle de construction. Le défilé de la victoire à Moscou pourrait ne pas avoir lieu pour la première fois en 30 ans. La décision de l'annuler ou de le reporter pourrait être prise à cause de nouveaux missiles ukrainiens capables d'atteindre Moscou en 10 à 30 minutes. Son collègue, le blogueur Ze Ilya Toumanov, s'en est plaint auprès du propagandiste russe Solovyov. Un jour avant cela, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, interrogé sur l'annulation du défilé, a répondu évasivement « Nous nous préparons pour la célébration du jour de la victoire ». Il n'y a pas eu d'autres déclarations officielles. Dans certaines villes, les préparatifs des défilés ont déjà commencé, mais il n'y a aucun rapport de ce type pour Moscou et Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, nous voyons un rassemblement de reliquats de tortionnaires, leurs partisans, des tentatives de réécrire l'histoire, de justifier des traîtres et des criminels qui ont sur les mains le sang de centaines de milliers de personnes pacifiques. Dimanche, l'entraînement des formations du défilé devait avoir lieu sur le terrain d'entraînement, mais il a été annulé et on a dit aux militaires qu'ils retournaient dans leur base permanente jusqu'à nouvel ordre. La raison de l'annulation est la présence de missiles ukrainiens à longue portée, a admis Toumanov, sans préciser quels modèles de missiles ont effrayé le Kremlin. Les missiles de croisière peuvent atteindre Moscou en une demi-heure et les balistiques en 10 minutes. Dans les jardins d'enfants et les écoles russes, on a célébré, attention, la journée des femmes enceintes. Les enfants ont dû écouter des conférences sur le miracle précoce de la maternité et le préjudice spirituel de ne pas avoir d'enfants, y compris de la part de prêtres, et apprendre à emmailloter des jouets. Dans l'une des écoles, ils ont même organisé un concours d'emmaillotage de poupées à grande vitesse. Et les institutrices de maternelle félicitent les petites filles qui se prépareraient déjà à devenir mères à 5 ans. Une telle plongée idéologique impitoyable, passant de les femmes enfanteront plus à les enfants enfanteront plus. Un expert des émissions de propagande russe, Viktor Olevitch, qui parlait régulièrement de l'Occident russophobe, a fui la Fédération de Russie après des menaces du FSB. Olevitch est un Américain d'origine odessite qui s'est installé en Russie. Il est l'un des principaux experts du soi-disant centre de politique actuel et un invité fréquent des émissions de propagande, ce qui ne l'a finalement pas protégé de l'étreinte chaleureuse des services spéciaux russes, forçant Olevitch à fuir loin du monde russe. Il a écrit à ce sujet sur sa chaîne Telegram. Il raconte qu'à 2 reprises, en décembre et en février, des agents du FSB sont venus le voir avec des menaces. Selon Olevitch, tout cela parce qu'il a refusé d'obtenir la citoyenneté russe. C'est une histoire très symptomatique pour les étrangers qui soutiennent le Kremlin. C'est une chose de parler à la télé d'une Russie merveilleuse et de l'Occident décadent. C'en est une autre de devenir citoyen de cette Russie merveilleuse. L'expérience historique montre que les sanctions américaines, à elles seules, ne conduisent presque jamais à un changement de régime. Après tout, l'Iran, par exemple, est soumis à de dures sanctions américaines depuis 1979, c'est-à-dire depuis près de 40 ans.
Bien que pendant des années, Orlovitch ait parlé sur les ondes russes d'une Amérique effrayante mais faible, devinez à qui il demande de l'aide maintenant? Bien sûr, au département d'État des États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la chaîne YouTube Factsy Live. Nous rapportons les nouvelles de Russie, non pas parce qu'elles nous intéressent. Nous documentons l'état du pays agresseur, qui ne peut résoudre ses propres problèmes minimes, mais donne des leçons de vie au monde entier. Série Yeremenko, Yevhen Zuzulia, programme Vikna, STB. Pour le marathon United News. Les réserves financières de la Russie sont désormais pratiquement épuisées, selon un rare aveu du ministre de l'Économie, Maxime Reshetnikov. Il souligne plusieurs points de pression, un rouble surévalué, des taux d'intérêt élevés et une main-d'œuvre en baisse, tout cela pesant sur le système. Mais le facteur le plus sensible reste passé sous silence au niveau officiel, le coût croissant du maintien de la guerre contre l'Ukraine. Derrière le langage économique, le message est clair. Moscou paie un prix de plus en plus lourd pour son agression. Et la pression ne fait que s'accentuer. Détail à suivre. Dans la nuit du 18 avril, les forces de défense ukrainiennes ont frappé 4 cibles stratégiques en Russie, selon l'état-major ukrainien. À la suite de la frappe, d'importants incendies se sont déclarés dans les raffineries de Syzran et de Novokuybishevsk, dans la région de Samara. La station de pompage de Tikhoretsk et le terminal RPK Vysotsk-Lukoil 2 dans la région de Leningrad ont également été touchés. Le commandement des forces de drone des forces armées ukrainiennes a noté que, après chaque frappe, la logistique ennemie perd sa capacité d'exportation de produits pétroliers, et les résultats se font déjà sentir sur le front. Moins l'ennemi a de ressources, plus les unités ukrainiennes ont d'opportunités. Suite aux attaques ukrainiennes sur les infrastructures pétrolières russes, l'agresseur perd environ 100 millions de dollars par jour, selon les drones. En particulier, après les dégâts au terminal de Chechkaris près de Novorossiysk, l'ennemi a tenté de rediriger les flux vers Tuapse. Cela a été pris en compte lors de la planification de l'opération. Le 16 avril, les forces de défense ont frappé la raffinerie de Tuapse, provoquant un incendie majeur toujours en cours, selon les forces de drone sur Telegram. Les réserves de l'économie russe sont largement épuisées et la situation macroéconomique est plus difficile que les années précédentes, a admis le ministre russe Maxime Reshetnikov, et la tentative de réduire le déficit budgétaire en augmentant les impôts pèse sur les entreprises. Notamment, il a désigné les personnes comme la ressource la plus rare du pays. La pénurie de personnel a aussi été citée par Elvira Nabiullina, et la dynamique de ce processus se reflète dans les rapports de l'état-major ukrainien. Depuis plusieurs mois, les forces ukrainiennes éliminent plus de personnel ennemi que Moscou ne parvient à en recruter. Et les forces armées détruisent aussi la logistique ennemie située à 100 ou 200 km de là, ainsi que les points clés du potentiel d'exportation et du raffinage du pétrole. Donc si ce niveau d'intensité se poursuit, alors même mes prévisions sont optimistes pour la Russie, tout pourrait se terminer non pas au dernier 4e trimestre, mais déjà au 3e trimestre. Donc en réalité, cela ne prendra que quelques petits mois de plus. Et alors, le potentiel économique global de toute l'économie russe commencera à se dégonfler assez nettement. La Russie peut encore profiter de l'assouplissement des sanctions américaines, mais les experts disent qu'elle ne devrait pas compter sur des bénéfices exceptionnels. La nouvelle licence du département du Trésor des États-Unis sera valide jusqu'au 16 mai. Elle s'applique au pétrole chargé sur les navires avant le 17 avril et s'étend exclusivement aux cargaisons qui sont déjà en transit, a expliqué le Trésor américain. Les transactions qui sont typiquement accessoires et nécessaires à la vente, à la fourniture ou au déchargement de ce pétrole brut ou de ces produits pétroliers sont autorisées. L'assouplissement inclut les transactions liées à la sécurité, à l'amarrage et au mouillage des navires transportant ce pétrole brut ou ces produits pétroliers, selon une publication sur le site web du département du Trésor des États-Unis. Le pétrolier de la flotte fantôme russe Dana, qui a été intercepté par la marine française en mars, a payé une amende et a quitté les eaux territoriales françaises. Il se dirige maintenant vers la Chine, selon la préfecture maritime. Le tribunal a reconnu l'armateur coupable d'avoir utilisé un faux pavillon. C'est déjà le 3e navire de la flotte fantôme de la Russie à être détenu par la France. Paris a l'intention de durcir les sanctions pour les contrevenants dans le cadre de sa lutte contre la flotte fantôme russe, selon la chaîne de télévision France 24. Le nouveau projet de loi propose une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 2 ans et une amende de 300 000 €. La peine peut être portée à 7 ans d'emprisonnement et à une amende de 700 000 € si la vie des personnes à bord du navire est mise en danger. Le Parlement français devrait examiner ce projet de loi d'ici le 14 juillet.
Et les sanctions font partie d'une, approche à 3 volets pour exercer une pression sur la Russie. Il s'agit d'actions militaires des forces armées ukrainiennes, de mesures politiques et du régime de sanctions. En d'autres termes, ce n'est que par une stratégie véritablement globale et multidimensionnelle que nous pouvons espérer de manière réaliste voir des progrès significatifs vers notre objectif ultime, qui est, à savoir, de mettre fin avec succès à l'agression en cours contre l'Ukraine. Le 20e paquet de sanctions de l'Union européenne pourrait renforcer considérablement les sanctions contre la flotte fantôme de la Russie. La Hongrie l'avait bloqué pendant longtemps. Maintenant, le ministre slovaque des Affaires étrangères, Juraj Blanar, a déclaré que Bratislava s'opposerait au nouveau paquet de sanctions de l'UE, jusqu'à ce que l'approvisionnement en pétrole russe via l'oléoduc Druzhba soit rétabli. Karina Lalayan pour la chaîne de télévision Freedom. Que pensez-vous des derniers événements? Partagez votre avis dans les commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous pour rester informé des principaux titres. À bientôt!